Là, je te vois. Ah, c'est déjà un bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va prendre quelques petites minutes pour patienter, pour attendre les retardataires. Je suis très content de faire ce webinaire aujourd'hui sur les bonds et ce qui a changé depuis juin. En tout cas, c'est à partir de juin, on a vu beaucoup de remontées, beaucoup d'interrogations sur un taux de bonds qui augmente un petit peu partout à travers le monde, sur différentes campagnes, dont les campagnes cold email. Donc, je vais axer un petit peu ma présentation essentiellement sur le cold email. C'est aussi les mêmes choses qu'on voit sur les newsletters et autres. On voit des taux de vente qui augmentent. Et donc, je vais pouvoir vous expliquer ceci et comment on peut aussi contourner ces éléments. Alors, je ne suis pas à Station F aujourd'hui parce que maintenant, effectivement, on a l'obligation d'avoir le masque tout le temps. Et donc, je me suis dit que pour un webinaire, j'allais le faire sans masque, sinon on n'aurait pas vu ma moustache, comme dit Renaud Laurent. Donc, je le fais effectivement ailleurs. Salut Julien. Encore 2-3 petites minutes, ou allez, encore une petite minute, et puis je vais commencer à annoncer. Reçu la mail Station F ce matin aussi, ouais. Salut Xavier. Bah, je vois qu'il y a des gens que je connais, effectivement. Donc, il y a eu beaucoup d'inscrits. Ce qui veut dire que le sujet, effectivement, intéresse et que je pense que beaucoup de gens, salut Younes, beaucoup de gens, effectivement, sont confrontés à cette problématique. Combien de levées de fonds tu auras de la moustache? Jamais. Effectivement, le sujet, c'est qu'à peu près tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un gros mouvement et que, étonnamment, les taux de bourse avaient augmenté un petit peu partout. Et donc, on va en parler. Je vais faire une demi-heure, me connaissant, je pense que ça va être plutôt 3 quarts d'heure, pour expliquer d'abord les différences dans les taux de bourse. Et qu'est-ce qu'un bond? C'est les différents types de bonds. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. On va parler aussi de l'aspect des tips ou des hacks qui vont vous permettre de repasser sous quelques lanternes. Salut Sébastien. Et de pouvoir aussi bien comprendre les catch-all parce que c'est quelque chose qui est mal compris. Globalement, je me suis rendu compte avec beaucoup de gens qu'on avait au téléphone ou au support, salut Kevin, qui avaient effectivement une problématique dans la compréhension d'un catch-all. Est-ce que on shoot des catch-all, on shoot pas des catch-all, et voilà. Donc à chaque fois, je vais reprendre aussi les définitions des termes que je vais utiliser. En tout cas, je vais essayer de m'y astreindre pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que comme il y a pas mal de monde, on devrait arriver, je pense, à 150 personnes sur 380 inscrits. Je pense qu'effectivement, c'est important que je puisse réexpliquer chaque terme au fil de l'eau, en fonction du niveau de connaissance de chacun, puisqu'on a des gens qui sont très avancés, des gens qui sont un peu moins avancés. Donc, je vais essayer d'être clair là-dessus. Ok, je vais donc commencer par la première slide. Là, je pense que vous devez voir la première slide. Donc, les slides, ne vous attendez pas à découvrir des grandes choses dans les slides. C'est plutôt effectivement dans le son de ma voix. Donc, j'ai réduit ma petite photo et mes moustaches pour mettre en avant les slides. Pouvoir se concentrer, c'est juste un support pour enchaîner. Encore quelques petits retardataires et on va bientôt commencer. Bonjour Priscilla et salut Anna aussi. Alors, on va commencer par la définition en fait d'un bond. Qu'est-ce qu'un bond? Un bond, c'est lorsque vous envoyez une campagne de mail, quand vous envoyez un email, il arrive que vous ayez un retour d'email. Donc, vous pouvez avoir un retour d'email, un message en retour, qui va vous dire que la personne est en congé, qui peut vous dire que la personne n'est plus dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est pas ce qu'on appelle un bond. On va voir tout à l'heure la différence. Vous avez aussi un phénomène qui est un message d'erreur. Et c'est ça qu'on appelle des bonds. Dans les messages d'erreur, et c'est traité par les différentes solutions de cold ou les solutions d'emailing, vous allez voir ce qu'on appelle un soft bounce. Un soft bounce, ça veut dire qu'il y a eu une problématique sur l'envoi de l'email qui peut être due à la messagerie de réception. Donc, il peut se trouver que la messagerie de réception de votre destinataire soit pleine, et là, vous aurez un message d'erreur, un soft bounce. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes de communication entre les boîtes mail, qu'on ne voit pas tellement quand on écrit habituellement, parce que tout ceci est assez bien géré, mais très souvent, vous envoyez des emails, enfin, on envoie des emails, et en fait, l'email n'arrive pas instantanément parce qu'il y a plein
d'intermédiaire au milieu, et donc il arrive parfois qu'un serveur ne marche pas bien sur le trajet, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un soft bounce. La grande particularité sur un soft bounce quand on envoie un email, c'est que en général, effectivement, on va avoir le message va être retraité automatiquement. Ça va être re-shooté un peu plus tard, quelques heures après, ça peut être re-shooté le lendemain. Donc, selon les règles et des solutions, ça va renvoyer automatiquement à plusieurs reprises le message à des horaires et des jours différents. On a l'autre cas de figure qui est le hard bounce. Le hard bounce, ça veut dire que le message est refusé en face, et, enfin plus exactement, est renvoyé en face parce que l'adresse email n'est pas la bonne. Et donc, il y a deux cas de figure. Soit l'adresse email est fausse, parce qu'il y a une erreur lorsque vous avez recherché l'email, lorsque vous l'avez créé ou lorsque vous l'avez saisi, ou lorsque vous avez une solution qui recherche un email et qui n'a pas trouvé le bon. Soit, effectivement, la personne n'est plus dans l'entreprise. Et donc, on a deux cas de figure dans la personne n'est plus dans l'entreprise. C'est soit, effectivement, l'entreprise a désactivé la boîte mail, et donc là, vous allez recevoir un hard bounce. Donc, la personne a changé d'entreprise. Ça, en général, c'est rarement fait dans le mois. Hein. C'est un peu plus long du départ de la personne. Et vous avez l'autre message de changement. C'est là un message qui est juste une réponse comme les messages d'absence qui veut dire que Pierre de Bouygues n'est plus dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est un message écrit. C'est pas considéré. C'est pas un bounce. C'est pas ce qu'on appelle un bounce au sens informatique et au sens email. On va voir la spécificité des hard bounce bien plus loin quand je vais vous reparler du catch-all. Et on a quelque chose qui est le refuse, le reject en fait. C'est-à-dire que vous avez envoyé l'email et celui-ci a été rejeté. Et c'est là où les choses ont changé. C'est-à-dire que ça arrivait ponctuellement avant que votre envoi d'email soit rejeté. Des tas de règles à ça, etc. Parce que c'était détecté comme un email non sollicité. Or, depuis juin, et peut-être déjà ça a commencé un petit peu avant, il y a eu un gros renfort qui fait que même des cold emails sont identifiés comme étant des emails non sollicités. Et pour certaines entreprises qui utilisent certaines solutions et qui ont déterminé que les règles étaient strictes, à ce moment-là, votre email va être rejeté. Donc, ça ne veut pas du tout dire que l'adresse email n'est pas bonne, ça veut dire que vous avez été identifié comme étant un émetteur d'email non sollicité et donc ça va rejeter votre email. C'est ça qui a changé, c'est la manière dont c'est détecté. Donc, il y a plusieurs solutions en fait sur lesquelles toutes les solutions message bloc, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Le access denied, c'est exactement un message rejeté. Non, on ne tombe pas dans les spams. En fait, quand on tombe dans les spams, on n'est pas au courant. C'est-à-dire que quand on shoot un email, que ce soit de l'emailing ou du cold email, quand ça tombe dans la boîte spam de son interlocuteur destinataire, en fait, on n'est pas au courant et on ne tombe pas toujours dans la boîte mail principale. Donc, il y a quelques règles pour bien tomber dans la boîte mail principale. Mais là, c'est justement ce qui s'est rajouté, c'est que c'est avancé. Vous arrivez même pas vous arrivez juste sur le serveur de la boîte mail de l'entreprise et c'est la boîte mail de l'entreprise qui va vous rejeter, le service. Et donc, votre interlocuteur ne reçoit absolument aucun email, ni dans les spams, ni ailleurs. Donc, c'est vraiment bien avant. Donc, vous avez beau dire à votre interlocuteur, si, mais je t'ai envoyé un email, va voir dans les spams. Il ne verra rien parce que ça a été rejeté et tout ce que vous allez lui shooter derrière va être rejeté aussi. Donc, on va regarder un petit peu les astuces par rapport à ça. C'est vraiment ça qui a changé. C'est pas ponctuel. C'est les nouvelles règles. C'est si je reprends un petit peu, c'est même pas spammer. On va rentrer dedans, Bastien. C'est un peu l'histoire du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on recevait tous, j'espère qu'il n'y avait pas que moi, des emails concernant le Viagra. Et donc, c'était un truc qu'on en recevait tout le temps. On avait beau mettre en spam, en ceci, en cela, on les recevait tout le temps. Et ça a mis longtemps, hein, je pense, je dirais plus facilement, plus d'une année. Et maintenant, on n'en reçoit plus jamais. Plus jamais parce que les solutions en face ont corrigé ça et ont mis des filtres. Et donc, c'est un petit peu toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent. Et en tant que destinataire d'email, j'aime pas tellement que ma boîte mail soit sursollicitée non plus. Donc, je suis très content que des solutions d'Outlook ou de G Suite permettent de filtrer les spams, les emails, etc. Mais en tant que émetteur de cold email moi-même, dans le cadre de ma prospection, je suis un peu confronté. Au départ, j'avais pas du tout le problème. On avait plein d'emails qui passaient, pas de souci. Et tout d'un coup, effectivement, comme tout le monde, on a vu effectivement qu'on avait quelques emails qui étaient rejetés. Donc, on a étudié ça à fond, mais vraiment à fond. Et c'est là où on va pouvoir rentrer sur le sujet. Donc, en tant que destinataire,
on est très content que les solutions s'améliorent et corrigent ceci. Et on va voir Adrien. Et en tant qu'émetteur justement de prospection, de cold email, eh bien, il faut qu'on puisse réagir et adapter nos éléments. Quand je parle de cold email, je vais être assez clair sur le sujet, c'est que comme ça se popularise, qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent du cold email et il y a des succès de sociétés comme effectivement Lemlist, Quickmail, Reply, etc. Ce sont des solutions de cold email qui avancent de plus en plus et qui sont de plus en plus efficaces. Il y a des gens qui confondent ce qu'est un cold email avec de l'emailing ou du spamming. Par exemple, j'ai vu passer sur des forums de gros hackers une personne qui demandait tiens, comment je fais pour envoyer du cold email sur 10 millions de personnes. Je peux vous dire que c'est absolument pas du cold email. Le cold email, c'est un envoi quotidien maximum de 150 emails et limite vraiment 200, mais c'est le très très haut du seuil. Mais vraiment, si vous êtes à 100 emails par jour, c'est vraiment important. Et la grosse différence, c'est quoi? C'est que quand on fait du cold email, l'objectif, c'est d'avoir un taux d'ouverture qui est très fort. Les taux d'ouverture sur du cold email, quand ils sont bien faits, c'est supérieur à 70%. Nous sommes alors on a un chiffre très particulier, hein, mais sur des entreprises qui ne connaissent pas, nous sommes à 93% de taux d'ouverture. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez 93% de taux d'ouverture, ou même 70%, et que vous avez un taux de réponse de 25 minimum, ça veut dire qu'il faut quand même réussir à gérer dans la journée correctement ses prospects, ses clients, etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir une centaine et avoir un très fort taux d'ouverture, et non pas faire une grosse masse avec un faible taux d'ouverture. C'est deux approches complètement différentes. Et donc là, je vais être très focus sur l'aspect cold email. Quand vous avez un cold email, quand vous avez du cold email, vous allez envoyer l'email et vous allez justement laisser les solutions de cold email vérifier deux choses, le taux d'ouverture de vos emails et le taux de clic de vos emails. Le taux d'ouverture et le taux de clic sont identifiés de deux manières différentes. Pour pouvoir savoir qu'un email est ouvert, il y a une astuce qui est ce qu'on appelle de mettre un pixel, c'est-à-dire une image, qui va être déposée sur un serveur et qui va être liée dans votre email. Et quand vous allez ouvrir l'email en tant que destinataire, quand vous allez ouvrir l'email directement, ça va télécharger cette image. Donc, ça va télécharger une image qui est sur un serveur et c'est comme ça que les solutions d'email ont identifié qu'il y avait eu un taux d'ouverture. Deuxième élément, quand vous cliquez sur un lien, en tant que votre destinataire va cliquer sur un lien, le lien va aller télécharger quelque chose sur le serveur et c'est ce qui va indiquer effectivement que vous avez cliqué sur le lien. Donc ça, c'est très pratique, mais il y a un paramètre. C'est qu'en fait, oui, si le destinataire a bloqué le chargement des images, effectivement, on ne saura pas qu'il y a une ouverture. Donc, les taux d'ouverture affichés sont souvent plus faibles que la réalité. Je réponds à la question en même temps de Johanna. Pardon, je fais l'exercice entre les questions et le fil, pardon. Je me refocus, pardon. Donc, en fait, quand vous téléchargez, quand votre destinataire va ouvrir son email, ça va télécharger une image, donc ce fameux pixel, sur un serveur. Mais le serveur, il appartient à la société de la solution de cold email que vous utilisez. Donc, si vous utilisez Quickmail, ça sera le serveur de Quickmail ou les serveurs de Quickmail. Si vous utilisez Lemlist, ça sera les serveurs de Lemlist, etc., etc. Et donc, ces serveurs sont partagés sur plusieurs de leurs clients. La particularité, c'est que si vous avez laissé en l'état, vous allez télécharger une image sur un serveur qui va être partagée avec d'autres clients. Donc, il suffit que sur votre serveur que vous utilisez, qui est partagé, il y ait d'autres personnes qui font des choses très sales, ou plus sales que vous en tout cas. À ce moment-là, ce serveur peut être identifié comme un serveur qui va spammer ou comme un serveur qu'il faut bloquer. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire quand vous allez dans une solution de cold email, ça va être de paramétrer ce qu'on appelle le custom domain. C'est-à-dire que tout le suivi qui va être fait par ces solutions-là doit être fait avec votre domaine, non pas avec le domaine historique mutualisé, mais vraiment avec votre propre domaine. Donc, vous regarderez pour chacune des solutions que vous utilisez et il faut absolument paramétrer le custom domain. C'est un point qui est vraiment important, qui est souvent pas très mis en avant par les solutions de cold email parce que ça nécessite d'aller paramétrer ce qu'on appelle le CNEM. Donc, il faut rentrer un petit peu dans la solution que vous avez utilisée pour créer votre nom de domaine, ou en tout cas, la personne qui a l'informatique chez vous doit s'en occuper. Dès que ça prend un petit peu de temps, donc c'est une friction en fait pour utiliser une solution. Mais cette friction, non, l'IP dédié n'est pas utile. Mais cette friction est vraiment importante à ce niveau-là de pouvoir mettre en place votre
votre custom domaine dessus. Si vous ne le mettez pas, effectivement, vous allez subir les conséquences de la réputation d'autres personnes qui sont sur le même serveur que vous. Donc, premier réflexe absolu, c'est de créer votre custom domaine, enfin de paramétrer votre custom domaine. Ensuite, il y a un point. Je vois passer des fois des personnes qui vont envoyer un email avec une adresse qui peut être par exemple dropcontact.io, pour illustrer mon propos, et qui vont traquer avec un nom de domaine qui serait par exemple dropcontact.net. C'est à ne pas faire. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qu'utilisent les solutions d'identification d'emails non sollicités en disant tu shootes avec ce domaine-là et tu traques avec cet autre domaine. Donc, il n'est pas impossible du tout que tu sois un spammeur. Donc, c'est un indicateur que votre message va être probablement un message non sollicité. Et donc, pour les solutions qui ont mis des règles très strictes, ben, votre email va être bloqué. Donc, il faut utiliser le même domaine pour émettre votre email, enfin le même domaine d'expédition dans votre adresse d'expéditeur et le même domaine pour le suivi. Autre élément. Alors, supprimer ces indicateurs et KPI. Alors là, on va commencer à toucher un petit peu la sensibilité des gens. La pratique, c'est quoi? C'est que quand vous allez mettre un message qui va être traqué sur les ouvertures et traqué sur les liens, ça veut dire que c'est de la newsletter, que c'est du cold email, que c'est ceci, que c'est cela. Et ça, c'est clairement utilisé pour identifier que c'est un email non sollicité. Donc, pareil, pour les règles, les entreprises qui ont mis des règles strictes, votre email va être refusé, va être rejeté. Donc, la bonne pratique, c'est quoi? C'est en gros, vous allez commencer à lancer votre campagne de cold email sur lequel vous allez laisser vos indicateurs, le pixel d'ouverture, votre taux d'ouverture et votre taux de clic. Et vous allez lancer votre campagne et vous allez avoir 50 emails ou 100 emails par jour et vous allez avancer jusqu'à ce que vous ayez effectivement un taux d'ouverture qui soit supérieur à 70% et un taux de clic qui soit supérieur à 20-25%. Une fois que vous avez fait ça, vous allez supprimer, je dis bien, vos indicateurs, c'est-à-dire vous allez supprimer le suivi des ouvertures et vous allez supprimer le suivi des liens. Ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez avoir beaucoup moins de rejets et que vos emails arriveront beaucoup plus à vos destinataires. Vous n'en aurez pas le chiffre, vous n'aurez pas l'indicateur, vous n'aurez plus cet indicateur-là. Donc, si vous en avez besoin à titre personnel pour vous rassurer, vous ne l'aurez plus. Si vous en avez besoin pour rendre compte, malheureusement, vous n'en aurez plus, mais vous aurez une délivrabilité qui sera bien supérieure. On a fait les tests, c'est super intéressant, hein. On prend un email qui a été rejeté et vous le renvoyez avec une boîte Gmail ou une boîte mail sans les indicateurs et vous allez voir que votre email va être délivré. Donc, absolument, la règle, c'est, enfin la règle, vous faites comme vous voulez, hein, c'est ma suggestion. Vous lancez votre campagne, vous améliorez, vous faites des itérations pour trouver le bon objet pour arriver à un taux d'ouverture supérieur à 70%. Une fois que vous êtes arrivé avec votre taux de clics de liens, si vous avez mis des liens traqués, eh bien vous les supprimez parce que vous n'en aurez plus besoin. Vous ne saurez pas, mais vous aurez de bien meilleurs résultats. Donc, c'est un vrai indicateur des solutions dessus. Alors, moi, j'entends souvent ça. Il faut absolument créer un nouveau domaine pour lancer et même dans les meilleures solutions de cold email, la recommandation, c'est de dire non, utilise pas ta boîte mail principale, utilise… Oui, pareil, il faut supprimer tout ce qui est lien. Pardon, je réponds à Gaël en même temps. Nathan, j'ai vu. Gaël, oui, il faut supprimer. Il n'y a carrément pas de lien. Tu supprimes tes liens. Comment tu as fait ces tests? Tu réponds. Oui. Comment j'ai fait les tests? Oui, on a shooté les emails qui avaient été reject en supprimant toutes les étapes que je suis en train de vous indiquer, tous les éléments, et ça passe et ça marche super bien. Donc, il faut effectivement supprimer le tracking. Je reviens juste sur le ne pas créer de nouveaux domaines. Très souvent, donc, j'entends dire comment savoir qu'on a de meilleurs résultats si on supprime les KPI? En fait, c'est intéressant parce que, je répondrai Elodie, même les liens, en fait, on ne supprime pas les liens, on supprime le tracking des liens. Hein, que je sois bien clair, vous ne supprimez pas les liens, vous laissez vos liens, mais vous supprimez le tracking, le suivi. C'est le tracking qui indique que les liens sont suivis et c'est ça qui est un indicateur pour les solutions. Donc, je reviens sur ce que me disait Elodie. Allez, comment on sait qu'on a de meilleurs résultats? En fait, à partir du moment donné où tu as un taux d'ouverture qui est de l'ordre de 70% et que tu vas avoir des emails qui vont être en bounce reject, à partir du moment donné où tu vas supprimer tes éléments, tu vas voir que tu ne vas plus avoir d'emails qui sont en bounce reject ou très peu. Et on va continuer justement pour voir ça. Donc, c'est comme ça que tu sauras
que tu as un bien meilleur résultat. Ne pas créer de nouveau domaine, je reviens dessus, pardon. Donc, il y a souvent, on a dit que tu crées le domaine, tu as ton domaine de droitcontact.io, par exemple, pour tes emails classiques, et tu vas créer un nouveau domaine, .net, par exemple, pour faire tes shoots de cold email. Et puis d'ailleurs, on va vous dire de chauffer l'email, parce qu'effectivement, si vous créez un nouveau domaine, il faut chauffer, ce qu'on appelle chauffer le domaine, c'est-à-dire envoyer des emails de 5, puis 10, puis 15, de monter de manière progressive et pas envoyer 200 emails d'un coup. Donc, c'est ce qu'on appelle chauffer un domaine. Mais en fait, il ne faut pas faire ça. Enfin, il ne faut pas créer un nouveau domaine. Pourquoi? Parce que si vous créez un nouveau domaine, vous allez avoir un domaine qui va avoir un comportement de spammer, c'est-à-dire un comportement de ne faire que émettre des emails quasiment. Or, en fait, ça aussi, c'est un élément qui est un indicateur, en fait, une piste pour identifier que vous êtes, entre guillemets, sur de l'email non sollicité. Il faut utiliser votre boîte mail classique. Il faut que vous utilisiez votre boîte mail qui vous sert à envoyer et recevoir des emails. Une boîte mail qui a un comportement normal de shoot d'email. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser. De shoot d'email, de mail classique. Hein. C'est celle-ci qu'il faut utiliser. C'est votre boîte mail au quotidien que vous avez déjà utilisée, qui tourne, qui a un historique, qui reçoit des emails, qui envoie des emails. Et donc, je vous recommande, et là, je dis bien que pour le cold email, donc moins de 100 par jour, d'utiliser votre boîte mail quotidienne. Donc, ça ne sert à rien de créer un nouveau domaine et c'est même défavorable. Si on est à plusieurs sur un même domaine, ça peut poser un problème. Non, ça ne posera pas de problème si vous êtes toujours sur au-dessous de la norme d'envoyer 100 emails par jour. Donc, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui me posait la question sur le SPF et des KIM. Oui, c'est très important, effectivement, d'avoir configuré son SPF et des KIM. C'est un élément, oui, par user. C'est un élément qui est important d'avoir mis en place sur le SPF des KIM. D'ailleurs, toutes les solutions qui sont sur le marché vont vous préciser de mettre en place le SPF des KIM. En fait, ce que font le SPF des KIM, et l'autre, on va arriver dessus, le démarque, c'est effectivement bien d'avoir paramétré, et en fait, ça permet de certifier que vous êtes bien l'émetteur de l'email et que ce n'est pas une usurpation, entre autres, d'identité d'adresse email. Mais il y a un paramètre qui n'est pas souvent mis en avant et qui, pour maintenant, est très important, c'est ce qu'on appelle le démarque. Donc, il faut que vous ayez mis en place le SPF, le DKIM et surtout le démarque maintenant. Donc, j'insiste pour le fait d'avoir mis ces trois en place. Vous allez avoir un… Alors, Quentin, pourquoi ne pas créer un domaine chauffer avec des solutions? Ok, je vais en parler. Il faut effectivement, les trois, le SPF, DKIM et démarque, sont trois choses qui se mettent en place au même endroit. Donc, dans votre nom de domaine, c'est pareil que le custom domaine. Vous aurez un article, on va faire paraître un article prochainement qui va vous indiquer effectivement où trouver ça, comment le paramétrer et tout ce que je suis en train d'évoquer, ça, on va le publier en article. Donc, vous verrez, pour l'instant, les termes ont l'air très, très abscons, mais une recherche sur Google vous permettra de voir. J'insiste sur le fait du démarque. Alors, Quentin pose la question, pourquoi ne pas créer un domaine et le chauffer avec des solutions comme Mailware? Mais oui, puis c'est, en fait, il faut chauffer un domaine quand on crée un domaine. Donc, quand vous créez un domaine, un nouveau domaine, et que vous voulez shooter dessus, il faut qu'il y ait un historique. Donc, il va falloir chauffer cette adresse email ou plus exactement ce domaine. C'est très bien, c'est super, mais ça ne sert à rien en cold email. Ça va servir si vous faites faire de l'emailing. Vous avez ça dans les solutions classiques du Sendinblue, du Mailjet, etc., Mailgun. Vous avez effectivement des process où ils vont vous dire de chauffer votre adresse email, mais c'est parce que vous faites des shoots qui sont en gros volume. Là, on n'est pas du tout sur de gros volumes, on est sur un volume, cold email, on est sur un volume qui doit s'apparenter à un usage d'un humain. Et ça, c'est un premier point qui est essentiel. Vous devez être avec un usage qui est humain comme un être humain. Le deuxième paramètre, c'est si vous utilisez ce que je disais tout à l'heure, si tu crées un nouveau domaine, Quentin, que tu le fais chauffer, c'est très bien, sauf que tu vas avoir une boîte mail qui va te faire qu'envoyer des emails. Et envoyer des emails ne correspond pas du tout à un comportement d'une boîte mail classique, mais correspond typiquement à un domaine qui est un spammer. Donc, ma recommandation pour du cold email, c'est d'utiliser votre boîte mail. Je fais ça depuis des années et ça fonctionne très bien d'utiliser sa propre boîte mail et vous n'avez pas de risque de vous faire bloquer, d'être considéré comme un domaine spammer si vous appliquez les différents éléments et toutes les bonnes pratiques et surtout si vous n'envoyez pas plus de 100 emails par jour. Si vous commencez à envoyer 200 emails, 300 emails par jour ou plus, à ce moment-là, effectivement, vous avez un vrai risque d'être considéré comme un spammer, d'être bloqué par G Suite, etc., etc. Julien pose une question. Quid des G Suite qui shootent à 1000 par jour après avoir chauffé à proscrire? Oui, exactement. Je ne recommande pas du tout de faire des shoots de 1000 par jour. Pour moi, c'est absolument pas du cold email, c'est de l'emailing.
Et si tu fais 1000 shoots par jour, ça veut dire que tu as, à titre personnel, 700 personnes qui ont ouvert un email dans la journée. Personnellement, je ne sais pas gérer 700 personnes. Si j'ai 700 personnes qui ont géré un email qui ont ouvert mon email dans la journée et que j'en ai un quart de 700, c'est 350, 125 personnes, mon chiffre est à peu près bon. 125 personnes à gérer dans la journée, je ne suis pas capable de répondre et de gérer correctement 125 personnes dans la journée. Donc, vraiment, je te déconseille de faire ça. Si tu as un besoin de faire 1000 emails par jour, ça veut dire que tu as 10 commerciaux qui vont effectivement envoyer chacun 100 emails par jour. Ils font réponse, etc. Je n'ai pas suivi le fond réponse. C'est OK, je suis passé sur Comment cleaner son nom de domaine pour revenir à un profil moins spammy? Ouais. Alors ça, on va voir tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. Avec tout le quota d'envoi n'est pas de 300 à l'heure. C'est pas le nombre d'envois en fait qui compte. C'est le fait d'être identifié ou pas. Si on s'inscrit beaucoup de newsletters pour recevoir des mails entrants, c'est des newsletters. Ça peut être une technique. Là, je pourrais pas l'affirmer, Maxime, si effectivement tu t'inscris à beaucoup de newsletters. Mais honnêtement, je trouve que c'est très compliqué de créer un nouveau domaine, de chauffer un nouveau domaine, de s'inscrire à beaucoup de newsletters pour envoyer 100 à 150 emails par jour. Honnêtement, je trouve ça beaucoup plus efficace de le faire dans sa propre boîte mail avec quelques fils sur G Suite. G Suite, oui, bon, il y a les deux règles. Il y a un combat sur les gens qui disent que G Suite est mieux que Outlook, il y a des gens qui disent que Outlook est mieux que G Suite. Donc voilà, c'est pour les développeurs, c'est les gens qui font des espaces et 4 espaces ou des gens qui font des tables, c'est des vrais sujets individuels. Je ne rentre pas dans ces polémiques. Si on utilise notre email pro, est-ce qu'on peut shooter 100 cold emails d'un coup? Il faut plutôt. Alors, ok, je vais répondre à Alexandre. Si tu shootes 100 emails d'un coup, ça ne s'appelle pas du cold email, ça s'appelle un emailing. C'est vraiment une grosse différence. Je pense qu'il y a un peu de travail encore sur le sujet. Le cold email, ça doit avoir un comportement d'un être humain qui envoie des emails un par un comme un commercial. Donc, c'est vraiment ça. Il ne faut pas envoyer des gros shoots. Si c'est un gros shoot, c'est de l'emailing. Si c'est un shoot unique d'une centaine, c'est un emailing. Si c'est des emails qui partent les uns derrière les autres, éventuellement avec des temporisations aléatoires et sur des volumes faibles par jour, c'est ce qu'on appelle du cold email. Et c'est des vraies techniques de cold email et c'est ça qui fonctionne. Si vous faites 100 emails d'un coup, vous avez fait partir 100 emails d'un coup, mais ce n'est pas du cold email et ça aura de moins bons résultats. Parce que le refus automatique des emails par les serveurs, parce qu'au niveau de l'objet d'email. Oui, ça peut être dans les objets d'email, ça peut être identifié plutôt. Là, en l'occurrence, ça va être identifié comme des spammers. Donc, il y a des solutions. J'avais fait un article dessus où en fait, il y avait un outil. Si tu peux le retrouver éventuellement, Pauline, l'outil pour aller vérifier dans les onglets d'identification. Quid des balises permettant de personnaliser les emails first name? Ça, c'est très bien. Effectivement, il faut personnaliser. Le Lemware, oui. Alors, via Lemlist, le Lemware, c'est comme l'autre solution, enfin plus exactement, c'est l'autre solution que Quentin nous disait tout à l'heure, qui est venue bien après, voilà, Mailwarm, qui est venu bien après que Lemlist est sorti Lemwarm. Ça envoie et ça reçoit pour toi, ça réduit. Mais c'est juste un émetteur à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait, ta boîte mail aura un comportement d'émetteur. Mais en fait, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi tout le monde se fait des nœuds au cerveau sur le fait de se créer un nouveau nom de domaine avec toutes les complications qu'il y a. Ça marche du feu de Dieu. Honnêtement, on est à 93% et on n'a jamais créé de nouveau domaine et on n'a rien eu besoin de chauffer. Et il n'y a pas besoin de cette complexité-là. Utilisez une bonne solution de cold email, que ce soit Lemlist ou les autres. Shooter dessus en envoyant moins de 100 et c'est parfait. Pas la peine de créer de domaine en plus. Gérer les automatic replies. Si on a une startup et qu'on a un domaine tout neuf, on fait quoi? Si on a une startup et qu'on a un domaine tout neuf, on va effectivement passer son temps à le chauffer tous les jours, effectivement, en envoyant des emails quotidiennement, comme tu fais. Et donc là, effectivement, Lemwarm va être très bien pour toi pour pouvoir augmenter un petit peu plus rapidement tes solutions. Et donc, ça, c'est une très, très bonne idée. Ouais, pour authentifier l'auteur, ça veut dire que c'est, je sais pas, répond à Priscilla, qui va demander effectivement quand tu envoies un email, et tu vas avoir une solution qui va te demander un captcha, c'est ça, Priscilla, si tu peux préciser, qui va te demander en fait d'écrire un mot, je pense que c'est ça, pour identifier que tu n'es pas un robot. Je pense que c'est ta question, si tu peux la préciser. Par nom de domaine ou sans email par adresse mail par jour? Sans email par adresse mail par jour. Sans email par adresse mail par jour. Oui, on connaît très bien Woodpecker. Ils sont en train d'intégrer Drop Contact dessus. C'est aussi une très bonne solution de cold email. Mais il y en a plein. Il y a Clenty, il y a Lemlist, il y a Woodpecker, il y a Mixmax, il y a Reply. Il y a vraiment plein de solutions. Et voilà. Après, c'est vraiment les goûts de chacun. Elles ont toutes des avantages, toutes des limites. Les gens veulent trop shooter. Ouais. En fait, c'est ça. Je pense que Nico a
assez bien résumé. C'est pas que, enfin, il y a le côté des gens qui veulent trop shooter. C'est-à-dire qu'on est passé maintenant, on est passé maintenant sur sur quelque chose qui se démocratise beaucoup avec beaucoup de solutions. Et donc, les gens ont tendance, en tout cas, c'est ce que moi j'observe, ont tendance à se focus sur un outil en disant, bah, l'outil va tout faire. Or, il ne faut pas oublier que c'est l'écriture qui va être le plus important. C'est-à-dire que l'objet de votre message va être important, le ciblage va être très important, le texte de votre email va être important. Et donc, il vaut mieux passer du temps à améliorer cette écriture-là plutôt qu'à dire, bah, j'ai mis un outil et c'est lui qui va tout faire à ma place. Et du coup, bah, j'en ai envoyé 100, maintenant je vais en envoyer 1000. Elias, oui, Love aussi, une très bonne solution. Et des fois, il lance des séquences sans contact, sans email, partent en même temps. Est-ce qu'il devrait… c'est ça, c'est plutôt un par un. Il vaut mieux que ton sales love, ça soit plutôt effectivement un par un, tu auras un meilleur résultat. Et 500 par mail. Alors, il y a 5 commerciaux sur 500 emails par jour sur nom de domaine. Oui, mais là, du coup, Paul, il faudrait mieux commencer à chauffer s'il commence. Comment savoir si notre bande, c'est soft, hard ou une solution d'emailing ici, la liste. Ça, super intéressant. Je vais m'arrêter sur Nils. En fait, c'est un peu mon sujet, c'est un peu ce qui m'a fait réagir. C'est-à-dire qu'en gros, les solutions d'email, l'Emlist ou autres, hein, vont t'indiquer ton taux de bounce. Et dans ton taux de bounce, tu vas avoir plusieurs choses. Tu vas avoir les hard bounce et tu vas avoir les reject bounce. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu le temps d'adapter. Moi, je suis plutôt confiant sur le fait que QuickMail, Reply, Mixmax, Lemlist, Woodpecker, à un moment donné, vont faire le distinguo, en fait, dans tes bounce entre les reject, tes reject et les emails qui sont des hard bounce. C'est un point important, c'est-à-dire que les gens qui vendent des adresses email ou les solutions qui vérifient des adresses email, rien n'a changé. Il n'y a absolument rien qui a changé. Ils ont les mêmes taux, les mêmes résultats. Ils ont le même taux de hard bounce, etc. C'est la même chose. Ce qui a vraiment changé, c'est le reject. C'est-à-dire que votre email est identifié comme étant un email spammer, en tout cas suspicion, et des solutions en face maintenant les bloquent et vous rejettent. Et d'ailleurs, on le voit quand on commence à regarder une par une des réponses de bounce, ben on voit qu'il y a des hard bounce, ça c'est totalement vrai, et on va voir qu'on a des rejects, ce qu'on a vu déjà sur plusieurs personnes. Oui, Jean, pardon, j'ai oublié de citer Mail Meteor, qui est aussi une solution de cold email. Mixmax aussi, quasiment quotidiennement une quarantaine d'emails quotidiens, ça fonctionne du feu de Dieu, mais recrutement, taux d'ouverture 80. Voilà, ben, c'est ça, c'est exactement ce qu'on voit. C'est Mixmax aussi une solution de cold email. Voilà, une quarantaine de mails quotidiens, ça fonctionne du feu de Dieu, 80-90% de taux d'ouverture. Il faut les gérer derrière. Ouais, softbond, c'est pas grave, faut pas en tenir compte. C'est vraiment pas, Jérémy, pardon, c'est vraiment pas une problématique. Et Blue va les re-shooter automatiquement, va gérer ça, donc il n'y a vraiment pas de problème. Avec la même qualification, ça peut être re-shoot comme par Blue. Non, souvent le softbond, c'est des problèmes de serveur, des problèmes de connexion. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment les solutions qui vont le régler. Si on est avec une adresse email paramétrée sur l'adresse Gmail, avec une demande de mail. Si on envoie du cold email avec une adresse email paramétrée sur notre adresse Gmail, alors, il ne faut pas utiliser une adresse Gmail, il faut utiliser une adresse G Suite. Hein. Utilisez pas des adresses perso pour faire du cold email, sauf si c'est pour envoyer à des potes, pour une soirée ou des trucs comme ça. Mais sinon, on est vraiment dans un cadre professionnel pour avoir une bonne délivrabilité, forcément du G Suite ou un nom de domaine pro. Peut-on envoyer 2000 emails tous les jeudis depuis la même adresse ou échelonner dans… Alors, super, Leslie. Alors, je vais poser la question et j'aime bien celle-là. C'est qu'en fait, il y a plein d'articles, c'est un marronnier, hein, il y a plein d'articles pour savoir à quel moment il faut envoyer ces campagnes d'email. Et donc, à peu près tout le monde va te dire qu'il faut envoyer, alors pas le lundi parce qu'il y a les réunions, pas le vendredi parce que les gens partent en week-end et que c'est fini, pas le mercredi parce que les gens prennent une demi-journée, donc il faut envoyer le mardi et le jeudi. Et donc, ça veut dire que tout le monde shoot ses emails le mardi et le jeudi. Et donc, en fait, si tu regardes sur l'ensemble du marché, et si tu regardes ta boîte mail, la boîte mail, elle expose le mardi et le jeudi. Bah, il faut faire tout l'inverse. C'est-à-dire que vaut mieux être présent à un moment donné où il n'y a pas d'email. Donc, vaut mieux envoyer ton email le lundi, le vendredi et le mercredi, voire je te dirais même le samedi et le dimanche. D'ailleurs, je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont reçu des emails le samedi et le dimanche. Et donc, on est apparu à un moment donné où les gens reçoivent très peu d'emails et on a des très, très, très bons retours sur ça. Donc, et par contre, pour répondre plus précisément, il ne faut pas envoyer 2000 emails d'un coup. En tout cas, si tu te fais ces newsletters ou c'est pour inviter à un webinar ou des choses comme ceci, mais ce n'est pas du cold email. Le cold email, c'est, je répète, vraiment la démarche régulière, tous les jours, toutes les X minutes, d'envoyer un email comme si j'étais commercial et que j'étais une vraie machine, un vrai commercial avec mon clavier et que j'envoie les emails les uns derrière les autres.
Ok, à partir de combien d'emails envoyés, vous me conseillez de supprimer le tracking d'un email? Alors, en fait, pour Arnaud, c'est pas le nombre d'emails envoyés, c'est le taux d'ouverture, en fait. C'est-à-dire que si tu envoies des campagnes de cold email et que ton taux d'ouverture est de 30% ou 40%, eh bien, il va falloir que tu continues à envoyer jusqu'à ce que tu arrives à un taux d'ouverture supérieur à 60%. Quand tu es arrivé à un taux supérieur à 60%, et si tu vas plus améliorer ton objet, eh bien, à ce moment-là, tu enlèves tes trackers. Un peu de bon sens et moins de techno. Ouais, exactement. Envoyer un badge de son email à coup, c'est pas du code. Ok, 81, c'est vraiment excellent. Bah, Julien, tu la connais, la ressource. Tu es juste en train de l'écouter en ce moment. Je te taquine. On se connaît avec Julien, c'est pour ça. Top, merci. Lemlist track automatiquement des clics lorsqu'on ajoute des liens. Donc, même sans ajouter un lien avec un tracking multiple, peut-on doit supprimer un tracking? Oui, il faut supprimer. En fait, les solutions qui vont détecter que c'est un email, c'est parce qu'ils vont voir que l'email est traqué. Si vous prenez un lien de tracking même avec un custom domaine, vous avez plein de solutions sur le marché qui sont très simples, c'est vous demander d'identifier le serveur qui est derrière. Et quand vous identifiez le serveur du lien traqué, même si vous avez fait un custom domaine, vous allez trouver le serveur dans ce cas-là de Lemlist avec son identification, la 143, etc. etc. Et donc, vous allez trouver le serveur. Ça veut dire que si vous êtes capable de le faire, les solutions qui vérifient sont capables de le faire. Et si ce serveur-là, que ce soit chez Woodpecker ou autre, si ce serveur-là est identifié comme un serveur qui fait du cold email en volume, parce qu'il a été détecté comme tel, eh bien, sur quelques emails que vous enverrez, avec des règles sévères, eh bien, vos emails seront rejetés. Donc, c'est pour ça que je dis que la meilleure solution, à un moment donné, quand vous avez votre taux objectif, supprimez tout le tracking. En fait, on s'en fiche du tracking. Et le tracking, il ne sert, bon, soit éventuellement si vous êtes commissionné dessus, parce que c'est un objectif dans votre contrat de travail, mais il ne sert que à atteindre cet objectif-là. Une fois que vous l'avez atteint, ça tourne, on n'a plus besoin de savoir. Sauf sur le vanity, mais le vanity, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le résultat, c'est d'avoir des gens qui vont répondre à vos emails, qui vont recevoir vos campagnes emails. En effet, il n'arrive pas à dire si les bons sont du hard ou soft actuellement. Je suis sur la liste. Ouais. Et alors, si tu regardes bien, Mathias, en fait, tu as un élément en plus, c'est que si tu vas regarder, tu vas avoir des hard bounce, mais tu vas avoir aussi des rejects dessus. Et ça, c'est quand les IP sont identifiés, quand tes liens sont identifiés. Voilà, mais c'est pas Lemlist, c'est toutes les solutions du marché, même Sendinblue et autres. Alors, peut-on faire du cold email avec Sendinblue? Ma réponse serait plutôt non. Je ne suis pas certain que Sendinblue puisse t'envoyer à travers ta boîte G Suite ou Outlook des emails au fil de l'eau avec cette fréquence. Je sais que les solutions de mailing, pour moi, il y a vraiment deux écoles. Il y a cold email et emailing. Je sais qu'ils ont tendance à vouloir aller sur le créneau du cold email. Donc, Sendinblue, Mailjet, Mailgun, etc. Mais pour moi, c'est encore très, très différent. Soft en ce moment, c'est normal. Le soft, c'est normal dans tous les cas de figure. Ça existe depuis un siècle. Un peu moins, puisque l'email n'existe pas depuis un siècle. Mais le soft, il y en a toujours eu, il y en a tout le temps. En gros, il ne faut pas s'affoler sur le soft. Full LinkedIn, drop contact, 22% de bond, c'est 51% de taux d'ouverture. Ok, super. Bah, si tu regardes dans ton ami sur tes 22%, tu vas te rendre compte que tu as quelques-uns qui sont en reject. Et puis, on va parler d'un autre cas de figure qui sont les catch all après. Ce sont les congés, ça ne change rien. Attention au soft répété, je n'ai pas identifié. Restons un email lisse et formel, on est plus direct pour du B2B. Bah, Valentin, là, voilà, je pense qu'il y a plusieurs écoles, ça dépend de ta cible, de tes interlocuteurs, etc. Et là où il y a le plus de travail à faire, de toute manière, une fois que tu as mis ta solution en place, c'est la rédaction, c'est tester, apprendre, itérer, il n'y a pas de règle. C'est vraiment tester et voir ce qui marche le plus sur toi. Non, HubSpot ne fait pas du cold email. Il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus aussi. HubSpot va te faire du nurturing, comme Marketo, Eloqua, Pardot, etc. C'est pas fait pour faire du cold email. Donc, si vous avez HubSpot, prenez une solution de cold email, shootez vos cold email avec, et ensuite poussez, pour les gens qui ont ouvert, poussez-les sur HubSpot, par exemple. Sales Andy, non, c'est pas fait pour du cold email. Et là, je suis en train de me perdre sur le cold. Ouais, il ne faut pas utiliser de redirection, il vaut mieux utiliser votre domaine. Alors, c'est quoi la différence entre Lemlist et Mixmax, les Zoom et Sendinblue, ils doivent être utilisés pour du cold? Non, les deux ne peuvent pas être utilisés pour du cold email, c'est vraiment deux choses différentes. Ça n'envoie pas des séquences avec, ça ne les envoie pas à travers votre boîte mail avec des séquences qui vont envoyer toutes les X secondes, X minutes, etc.
OK, je vais juste avancer un petit peu. Donc, j'étais passé sur le démarque SPF DKIM. Et alors, on va arriver sur la vérification des adresses email. Alors, je lis 2 secondes dans les questions, pardon. Ah, ça tombe bien parce que justement, là, il y a Simon qui est en train de m'indiquer qu'il a, il a vérifié via Verifalia ses emails. Alors, la vérification des adresses email, ça, c'est important. Tous les emails que vous allez utiliser doivent être vérifiés. La vérification des emails, il y a 2 choses. Soit, effectivement, vous les avez achetés, récupérés, enrichis, etc., sur une solution qui a vérifié les emails, soit ça n'a pas vérifié les emails et vous allez utiliser une solution pour vérifier les emails. Alors, je vais peut-être secouer un peu des choses, mais globalement, il faut savoir que sur la soixantaine de solutions de vérification des emails, il y en a une très, très, très grande majorité qui sont en fait que des marques blanches qui achètent, enfin, ce sont que des solutions qui vont acheter une marque blanche derrière et qui vont passer par exactement le même service. Ensuite, il y a une particularité, c'est que quand vous vérifiez des emails, ou quand vous prenez des emails qui sont vérifiés, il y a 2 cas de figure. Il y a des emails qu'on peut vérifier. Un domaine peut être vérifiable. Donc là, quelle que soit la solution, que ce soit, je sais pas moi, Zero Bonds, Never Bonds, Bonds, Verifalia, Bread Verify, etc., ça va vous donner, ou Drop Contact, ça va vous donner effectivement un taux de certitude de l'ordre de 95-98%, et sans problème, toutes les solutions vont vous permettre de vérifier ces adresses email. Reste un autre élément, c'est les domaines qu'on appelle des catch-all. Un domaine qui est configuré en catch-all, ça veut dire que lorsque l'on vérifie, lorsqu'une solution va vérifier si l'adresse email existe ou pas, le domaine va accepter le test systématiquement. Il va catch all tous les tests. Donc, il ne pourra jamais dire si une adresse email est bonne ou pas bonne. Donc, si on avait configuré le domaine de Drop Contact en catch-all, donc c'est vraiment le paramétrage de l'entreprise, hein, vous n'avez rien à faire sur ce sujet, c'est l'entreprise qui décide. Donc, si moi, en tant que propriétaire du domaine dropcontact.io, je l'avais configuré mes emails en catch-all, si vous testez une adresse email du type cacahuètepirouette@dropcontact.io, eh bien, il n'y a aucun message d'erreur et on aura accepté l'adresse email pirouette-cacahuète-dropcontact.io. Donc, le catch-all n'est pas vérifiable. La définition même d'un domaine en catch-all, c'est que ce n'est pas vérifiable et donc aucune solution du marché ne peut vérifier. J'ai vu passer du Zero Bonds qui indiquait qu'ils avaient développé une IA incroyable qui permettait de trouver les catch-all, de valider, etc. Alors, je me suis dit, tiens, super, il y a quelqu'un qui a craqué le truc. J'ai testé dans tous les sens et en fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on passe dans la vérification classique de Zero Bonds, ça va me trouver une adresse qui est bonne et une autre adresse qui n'est pas bonne. Et quand je passe ces 2 adresses-là dans leur solution d'IA, l'adresse qui était bonne ne devient pas bonne, alors qu'elle est vraiment bonne, et je le sais parce qu'on l'a vérifié que j'ai testé. Et donc, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est du joli marketing. Donc, un catch-all ne peut pas être vérifiable. Donc, vous allez avoir, si vous shootez sur des emails, des domaines qui sont catch-all, vous allez avoir des bons. Et c'est normal. Et ça ne changera pas la réputation de votre domaine si vous faites du cold email. Je vous répète, cold email, c'est une centaine par jour. Si vous envoyez 5 000, 10 000 par jour et que vous envoyez sur des emails qui sont faux, oui, votre réputation peut être endommagée. Mais si vous shootez une centaine par jour et que vous avez des catch-all de 25, 30, 40% de bons, il ne va rien se passer. Il ne se passera rien sur votre réputation de domaine. Ce qui va impacter votre délivrabilité, ça va être beaucoup plus les liens traqués, le nom de domaine qui fait que envoyer des emails, enfin tout ce que j'ai vu juste avant, le custom domaine qui n'est pas paramétré, tous ces éléments-là vont bloquer votre domaine et vont vous donner une mauvaise délivrabilité. Si vous shootez des emails qui bondent parce qu'ils sont catch-all, ça ne bougera rien tant que vous faites du cold email, c'est-à-dire une centaine par jour, et ce, de manière plus ou moins régulière. Et c'est important parce que c'est pas clair. Il y a une sorte d'affolement en disant « Oh là là, j'ai eu 30% de bons sur ma campagne hier, c'est une catastrophe. » Il ne va rien se passer. Et c'est normal que vous ayez des bons sur des catch-all. Alors, il y a 2 points aussi sur les catch-all. Si vous envoyez, il y a 2 types de domaines catch-all. Il y a le catch-all qui ne vous répondra jamais. C'est-à-dire qu'il va prendre mon domaine, qui est, qu'est-ce que j'ai fait, pirouette-cacahuète@dropcontact.io.
OK? Et si je l'avais paramétré, bah, mon domaine ne va rien répondre. Donc, vous ne saurez pas que l'email a été ouvert, pas ouvert, délivré, pas délivré. Vous n'aurez aucune information parce que ça va être un catch-all, même si l'adresse n'existe pas. Et depuis quelques années, il y a des domaines qui sont catch-all et qui vont vous répondre ensuite que l'adresse email n'existe pas. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que pendant des années, il y a des entreprises qui vous ont vendu des adresses email sur des domaines catch-all où les gens ne sont plus dans l'entreprise et vous n'aviez aucune information qui permettait de savoir qu'en fait, non, les emails n'étaient plus valides, n'étaient plus valables parce que les gens ne sont plus dans l'entreprise. Là, maintenant, ça a changé depuis plusieurs années. Vous avez des catch-all qui vont vous répondre que l'adresse email n'est pas bonne, pardon. Donc, c'est du hard bounce dans ce cas-là qui va vous répondre. Maintenant, deux cas de figure. Quand vous avez une entreprise qui a configuré son domaine en catch-all, et en général, c'est plutôt des grosses entreprises, si vous n'envoyez jamais d'email sur un domaine en catch-all, ça revient à dire que vous n'allez jamais prospecter ces entreprises-là par email. Vous n'aurez aucun moyen de faire une prospection sur ces entreprises si vous prenez comme axiome de dire « Ah, si j'ai une entreprise qui a un domaine en catch-all et des adresses email en catch-all, alors je ne shoote pas sur ces entreprises parce que j'ai très très peur pour ma réputation de domaine, eh bien vous ne pourrez plus prospecter ces entreprises-là. » Et en fait, ça, c'est une erreur, à mon sens. La bonne stratégie, c'est effectivement de shooter les entreprises qui sont en catch-all. Et oui, vous aurez des hard bounce. Et ce n'est pas grave quand vous faites du cold email. Nous, on a eu le cas d'entreprises où on a fait qui sont en catch-all. Moi, je shoot les entreprises en catch-all. Et j'ai eu une entreprise comme ça où j'ai eu 4 personnes, 4 interlocuteurs dans l'entreprise. J'en ai 3 ça n'a pas bouncé. Et j'en ai un où j'ai eu un hard bounce. Ouais, sauf que les 3, en fait, ils ont lu mon email et qu'aujourd'hui, c'est un de mes plus gros clients. Donc, c'est vraiment un choix. Si vous décidez de pas shooter des hard bounce, vous décidez, vous enlevez une grosse part de vos clients potentiels parce que vous craignez qu'au pire des cas, il y ait quelque chose qui se passe sur votre réputation de domaine. Et si vous faites du cold email, il ne se passera rien, je vous l'affirme. OK, je reviens juste. Donc, shooter les catch-all, il faut vérifier tous vos emails, supprimer effectivement les bounce, etc. Mais shooter les catch-all. Oui, quand on a des catch-all, ouais, je réponds à Anthony, on prend, on shoot. Mais si la reco, c'est ma reco absolue, c'est de les shooter. Si la BNP est ton client potentiel, un de tes plus gros clients potentiels, et la Société Générale sont catch-all, ça veut dire que si tu les shootes pas, bah, du coup, tu vas prendre ton téléphone et essayer de les joindre. Non, il faut absolument les shooter. Shootez-les, arrêtez de vous faire un nœud au cerveau sur les catch-all, il faut les shooter absolument. Vérifiez vos emails, passez par une solution de vérification d'emails. Si vous les avez pris chez Dropcontact, c'est déjà vérifié, donc ça ne sert à rien de les revérifier, sauf si vous avez envie de repayer de l'argent. Ça ne sert à rien de repasser sur Zero Bounce, Never Bounce, etc. On a à peu près tous les mêmes résultats là-dessus. Ensuite, je reviens. J'ai une petite surprise pour la suite. En fait, j'avais dit quoi? 45 minutes de… Ouais, j'ai un peu dépassé. Mais j'ai répondu à des questions en cours de route. Quel taux de réponse pour une campagne de cold G Suite? Normalement, il faut essayer d'atteindre 20-25% de taux de réponse pour une campagne de cold. Donc, vérifiez les adresses email, les catch-all, je viens d'en parler, et le lien de désinscription. Et là, c'est hyper intéressant. Alors, depuis les RGPD, ça a été confirmé par la CNIL, en tout cas pour les entreprises qui sont en France. La CNIL a bien confirmé qu'on pouvait toujours prospecter pour essayer d'avoir des clients. Et on parle bien en B2C. Et donc, on va shooter des emails en B2B si votre sujet, si la cible, votre interlocuteur est dans votre cible. En l'occurrence, c'est un peu compliqué de prouver que l'interlocuteur n'est pas dans la cible, donc on va dire que vous pouvez facilement faire du B2B. Non, B2C, on ne peut pas faire du cold email. En tout cas, si on veut faire quelque chose de RGPD, si on ne veut pas avoir de soucis, on ne fait pas des envois de shoot email sur des gens qui n'ont pas opt-in en B2C. Clairement, c'est plus que recommandé de ne pas shooter du B2C, surtout qu'ils peuvent déposer plainte facilement maintenant. Et là, ça peut pour le coup bien endommager la réputation si tu as un petit peu de volume. Dans G Suite et comment il s'appelle HotSuite, non pas HotSuite, comment ça s'appelle la solution Hotmail. Tu peux déposer plainte facilement en un clic de souris et donc ton domaine peut être endommagé. Donc on est vraiment sur du B2B. Donc en B2B, on peut faire de la prospection par email. OK. Mais pour respecter la RGPD, il faut avoir un lien de désinscription. Or, le lien de désinscription a plusieurs éléments. D'abord, il a à peu près les mêmes termes. Me désinscrire, lien de désinscription, etc., etc. Premier élément. Donc, on va dire que c'est un indice. Deuxième indice, son emplacement. Il est plutôt en bas de la page, en bas à gauche, en bas au centre.
donc son emplacement et sa configuration. Troisième indice, ce lien de désinscription est un lien de désinscription, donc il a une structure particulière. Quatrième indice, il renvoie sur un serveur qu'on a identifié tout à l'heure, hein, ce que je vous ai expliqué. Il envoie souvent sur une solution de cold email, sur les serveurs des solutions de cold email. Donc, à partir du moment donné où un serveur de solution de cold email ou son écriture ou son emplacement ou son intitulé sont des indicateurs, ce sont des éléments qui, pour les solutions qui ont mis des règles ou les entreprises qui ont mis des règles fortes de rejet des emails non sollicités, vont permettre l'identification de votre email comme étant un email de non sollicité, enfin un cold email. Ok. Donc, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à faire, mais je vous ai donné quand même 4 indices. À titre personnel, je connais des gens très très bien qui, en fait, sur leurs premiers emails, ne mettent pas de lien de désinscription sur le premier ou le deuxième email et qui en mettent après sur le troisième. Voilà, ce sont des gens très très bien qui permettent effectivement de pouvoir shooter son premier, son deuxième email dessus. Anthony. Envoyer du cold email avec un lien d'inscription, c'est un peu étrange avec le but d'imiter le comportement humain. Personne ne met ça. Alors, ça peut être une solution, effectivement, en effet, Anthony. Par contre, si tu écris des choses du type, si tu ne veux plus recevoir des emails, peut être un élément, effectivement, qui peut être un indice. J'en ai pas la confirmation, mais ça pourrait être un indice aussi. C'est toujours bon au niveau RGPD. Bah, a priori, ça semble être le cas puisque tu autorises la personne à facilement se désinscrire. Voilà. Dernier élément, il y a les vérifications à faire. Donc, on vous passera dans l'article qu'on va publier d'ici quelques jours. Vous aurez deux outils qui vont vous permettre, un, de vérifier la réputation de votre domaine, ce qui va vous permettre de vous rassurer et de vous dire, ah ben non, mais en fait, je suis dans aucune blacklist. Et en général, personne n'est dans les blacklists. Enfin, tous les gens qui font du cold email ne sont pas dans les blacklists, mais il n'y a que les gens qui font des choses un peu plus border qui vont se retrouver dans des blacklists. Là, c'est un peu plus compliqué, ça prend quelques jours d'en sortir ou quelques semaines, ou parfois on n'en sort pas du tout. Et le deuxième élément, c'est de bien s'assurer que vos DKIM, SPF, des marques, etc. sont bien configurés. Donc, on vous passera la solution qui permet de le faire. Il suffit de s'envoyer un email via un Gmail et de copier ce qu'on appelle le header. Donc, vous regarderez, c'est dans l'article. Le lien des inscriptions est obligatoire. Du coup, c'est quoi le conseil pour le lien des inscriptions? Bah, je sais pas, c'est comment dire. Je sais pas, il y a des gens qui suggèrent des choses, donc je vous laisse assumer ce qui est écrit. Il y en a qui dit enlève et il y en a un autre qui dit le mettre. Voilà. En tout cas, sachez que ça fait partie des indices qui permettent effectivement d'avoir du reject bonds. Parce que si tu as envoyé un email avec un lien des inscriptions, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, tu donnes un indice supplémentaire pour être identifié comme une personne qui envoie de l'email non sollicité. Voilà pour cette présentation. Si j'ai rien oublié. Super. Donc là, vous pouvez poser vos autres questions. Personne, après une réflexion de personne, j'ai retiré. OK. Moi, je vous dis, je connais des gens qui sont très très bien, qui dans leur séquence de cold email n'en mettent pas sur le premier et le deuxième email et en mettent à partir du troisième. Alors, pour identifier les bons reject, en fait, tu ne peux pas identifier les bons reject parce que les solutions de cold email ne te le fournissent pas. Donc, pour l'identifier, tu as deux manières. Soit, si par exemple, tu utilises G Suite, donc Outlook, je connais moins. Mais en gros, tu vas aller voir tous les emails que tu as reçus en bonds et tu vas les lire dans le texte qui est souvent très abscon et mal écrit. Si c'est refuse, reject, etc. Donc, tu peux faire un filtre dans tes emails. Et si tu le fais, d'ailleurs, un truc est rigolo, hein, si tu identifies des bons reject, tu les prends et tu renvoies un email à la main et tu vas voir qui va passer. Le last check, pardon, c'était le fait d'aller vérifier la réputation de ton domaine et d'aller vérifier que tu as bien configuré ton SPF, des KIM et des marques. Alors, pour Romain, la délivrabilité, pour moi, elle est pas liée tellement au niveau de personnalisation de chaque email. Ça va vraiment être ça plutôt la réponse, vraiment la réponse à ton email et l'engagement des personnes. La délivrabilité, c'est vraiment beaucoup plus des paramétrages, beaucoup plus ne pas donner d'indices en fait pour être identifié comme un spammer ou comme un email, on va pas dire spammer, mais comme de l'email non sollicité. Parce que pour moi, quand on voit 100 emails commerciaux par jour, c'est pas du spam.
Ça m'est arrivé de rentrer l'email d'un contact avec qui je travaille tous les jours après le break. Oui, alors en fait, ça existe, hein, Mathias. Il suffit juste de réécrire l'adresse email. La fonction existe déjà. Dans ton pad drive, tu remets, tu réécris l'email et il va te mettre que l'email est non vérifié ou non confirmé, non validé, je crois. Et c'est déjà pensé, ça le fait déjà. Il y a quelques fois, effectivement, quand tu vérifies un email, quelle que soit la solution, tu as ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, parfois, on peut trouver un email qui est bon comme étant pas bon. Nous, comme Neverbonds, comme Bonser, comme tout le monde. J'ai réécrit au moins 10 fois, bah, à ce moment-là, regarde au support, on va regarder ton use case particulier. Comment tu t'es rendu compte concrètement qu'il y a des changements? Comment on s'est rendu compte concrètement? Parce qu'on a eu plusieurs clients qui ont dit, tiens, il y a un taux de bounce qui a augmenté. Et on avait déjà eu ça il y a 1 an et demi, je crois, avec le client, c'était avec Lemlist, quand enfin, ils sont toujours d'ailleurs à Station F. Et du coup, j'avais vu plusieurs de nos clients mutuels et j'étais allé regarder effectivement sur les mails un par un et on s'était rendu compte à l'époque, hein, parce qu'ils ont bien changé, qu'en fait, ils avaient des IP de leur serveur qui avaient été mis en reject et donc c'est tous les liens. Donc là, quand j'ai revu remonter ça, bah, du coup, j'ai poncé le sujet à fond. J'ai fait plein de tests dans tous les sens et c'est comme ça que j'ai remonté toutes ces infos qui sont des indices. D'ailleurs, si tu regardes, tu vas voir que tu as des. En général, tu vas voir que c'est les protections de. En fait, tu as les protections G Suite, mais tu as les protections d'Office, en fait, qui sont assez efficaces. Les deux étant sur des grosses boîtes, étant finalement abonnés à des services d'identification de boîtes de solutions qui envoient des emails non sollicités. Alors, c'est beaucoup de plus sensibles aux emails quand on déclenche. J'avais l'impression de voir question réponse automatique. La gestion des réponses automatiques, ça, il faudra plutôt voir pour la réponse automatique directement avec les solutions de cold email. Elles ont toutes des solutions plus ou moins avancées là-dessus. Certaines indiquent qu'ils font de l'IA sur le texte. Quand on les tracking sur une solution comme Lemlist, il me semble que dans les paramètres, tu as effectivement traqué, pas traqué. Un RE routeur dans l'objet, ça alerte les FAI ou pas? A priori, non. Ça alerte pas. Faut pas trop en abuser au niveau, parce que maintenant c'est un peu connu. Éviter de trop en abuser, mais honnêtement, ça alerte rien, parce que forcément, par définition, il y a des tas d'emails qui partent avec des RE ou TR, donc je ne pense pas du tout que ça fasse quelque chose. Voilà, c'est ça, Clara. Merci Mathias. Une solution comme ça, tu ne vas pas enlever tracking de lien, c'est bien ça. HubSpot, c'est vraiment pas fait pour faire du cold email. Vraiment. Est-ce que tu as de mettre à jour tout oui, Johanna, c'est exactement ce que fait DropContact. DropContact va te faire directement l'enrichissement, le nettoyage, la mise à jour de toutes tes données, que ce soit en fichier ou directement dans ton CRM, si tu as Pipedrive, Salesforce ou HubSpot prochainement. En fait, le problème, il n'est pas de mettre un lien, le problème, il est de traquer le lien. Donc, j'étais peut-être pas clair tout à l'heure. Les UTM, ça pose pas de problème. J'ai vu passer effectivement la question. Les UTM, ça pose pas de souci. C'est vraiment le fait de traquer le clic de lien ou de traquer l'ouverture d'un email. C'est ça qui fait que c'est identifié comme étant une solution, enfin plutôt un email non sollicité. Pour lancer le mail, c'est une interruption jusqu'à date ou adresse mail automatique. Vraiment, Renaud, ça, c'est vraiment avec tes solutions de cold email. De tête, il me semble, Lemlist, il me semble pas l'avoir vu, mais QuickMail, il me semble que j'utilisais il y a quelques années, il me semble qu'ils le faisaient, il me semble qu'ils avaient une règle là-dessus que tu pouvais paramétrer. Et Lemlist, je pense que ça arrive aussi. Merci. Tu des types d'objets d'email qui marchent sur. Non, il n'y a pas de type sur des objets d'email qui marchent sur. Et en fait, si j'en ai peut-être un, c'est surtout de ne pas écrire un email en s'inspirant des emails qui sont publiés partout. En fait, c'est vraiment là-dessus que j'insiste sur l'écriture des objets et du texte. Ça doit vraiment être hyper personnel, adapté à vos cibles et à votre entreprise. Je vous donne un exemple de mon propos. C'est alors il y a plein d'outils, par exemple, pour envoyer des invitations LinkedIn. Et donc, il y a plein de solutions qui vont permettre d'aller vérifier, d'envoyer automatiquement des invitations LinkedIn. Donc, moi, je reçois, hein, comme vous tous, plein. Oui, bonjour, nous avons plein de choses à partager. J'ai vu ton profil LinkedIn, blablabla. Soyons en réseau. Super, ça marche pas. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ça marche pas du tout. C'est la même manière sur les emails. Bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn. Je t'envoie cet email parce qu'on fait un truc super bien pour toi, etc. Le deuxième email derrière dans la séquence, c'est bonjour, oui, j'imagine que tu n'as pas eu le temps de regarder mon email, etc. Surtout, ne faites pas ça, quoi. C'était très, très bien au début, mais maintenant, c'est tellement utilisé que ça fonctionne pas du tout, quoi. Et pour revenir juste sur mon propos pour les invitations de LinkedIn,
Honnêtement, envoyer une invitation de LinkedIn avec des outils, il y en a plein, il y en a au moins 30. Honnêtement, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Moi, j'ai testé vraiment ce que je trouve qui marche très bien. Nous, on a deux cas de figure, on envoie une invitation LinkedIn. C'est quelqu'un qui s'inscrit sur Drop Contact. À ce moment-là, on l'enrichit avec Drop Contact, donc on trouve son profil LinkedIn. On en trouve entre 80 et 90%, donc un des meilleurs taux sur le marché. Et c'est à ce moment-là seulement on envoie une invitation LinkedIn sur mon compte à moi, donc c'est automatisé, bien sûr. Et on envoie une invitation LinkedIn. Oui, j'ai vu que tu t'es inscrit sur Drop Contact. Et là, ça marche du feu de Dieu parce qu'on peut rentrer en conversation avec les personnes externes. Deuxième élément, et on va préparer un article sur le sujet dans l'automatisme, et là, on va vous faire toute la branche complète, c'est tu as envoyé un call d'email, la personne a ouvert ton email, et à ce moment, au moment donné où la personne a ouvert ton email, à ce moment-là, tu vas envoyer l'invitation LinkedIn en disant « Bonjour, je t'ai fait parvenir un email sur tel sujet, tel sujet ». Donc, en gros, la personne a reçu ton email, elle l'a ouvert, et dans le quart d'heure ou la demi-heure, elle reçoit une invitation LinkedIn pour rentrer en conversation. Et là, du coup, tu as un très bon taux, effectivement, de gens qui vont accepter ton invitation, qui vont répondre à ton message et qui vont commencer à rentrer en conversation. C'est vraiment ce que je préconise et je pense que ça a vraiment un joli avenir pour les mois ou les années à venir. Un conseil pour une solution de cold email qui intègre HubSpot. J'utilise Captain Data Drop Contact en amont. Ah, je sais, Nels, on arrive sur HubSpot. On a encore un petit peu de retard. On se fait un peu charrier sur le sujet. On est en train de finir pas mal de chantiers en ce moment, mais après, tu l'auras directement dans HubSpot. Moi, j'aurais tendance à dire Captain Data, Drop Contact et l'Emlist derrière, ou QuickMail, ou comment il s'appelle, Woodpecker ou Mixmax, etc. Ma préférence, c'est l'Emlist, mais après, vraiment, je trouve qu'ils avancent vite et qu'ils font plein de trucs cool. Mais après, c'est vraiment à chacun. Et ensuite, quand les gens ont ouvert l'email, tu peux décider par un zap, quand les gens ont ouvert l'email dans l'Emlist avec Zapier, de pousser à ce moment-là ta fiche dans HubSpot. Entre une solution des cold email et mailing, c'est le fait que les emails soient envoyés un par un. Dans ce cas, une conversation avec tu peux essayer, Mathis, mais enfin, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi s'embêter. Je ne sais pas, à l'Emlist, c'est 29 €, même pas, je crois, 29 € par mois. C'est vraiment fait pour. Moi, j'essaye de ne pas faire des usines à gaz. Il y a déjà tellement d'outils dans tous les sens. C'est fait pour. Tu prends l'expérience que les gars ont, les retours qu'ils ont dans tous les sens, et je trouve que c'est, à mon sens, plus efficace. Ah, ben ça. Alors, Mathias, garant. Drop Contact CRM mettra à jour automatiquement les contacts. C'est tout à fait, c'est fait d'ailleurs. On a quasi fini nos alpha tests et donc ça va sortir en début de l'année 2021. C'est les changements de poste d'entreprise. Donc en gros, quand Pierre de Bouygues change d'entreprise, eh bien effectivement, on va pouvoir mettre à jour, créer une nouvelle fiche de Pierre de SFR dans mon exemple et informer le commercial que Pierre de Bouygues maintenant c'est Pierre de SFR. Et ça, c'est effectivement un super truc parce que le capital qu'on a avec quelqu'un, l'évangélisation qu'on fait, tout le travail qu'on fait, on le fait avec un individu. Et donc, si Pierre était chez Bouygues, quand Pierre est embauché chez SFR, il y a à peu près, il y a une forte chance pour qu'il soit sur à peu près les mêmes fonctions, avec un niveau hiérarchique supérieur. Et donc, toute la relation qu'on a créée avec Pierre, du coup, on peut en bénéficier chez SFR. Donc, ça, c'est effectivement, on a une bonne technologie là-dessus. On a encore un petit peu de choses à poncer pour terminer. Mais d'abord, on va sortir HubSpot et après, effectivement, tu vas avoir cette option qui sera une option premium. Mais oui, exactement, Simon, c'est ce que je dis. C'est un taux. Alors d'abord, qu'on soit bien d'accord, le taux de bounce, c'est pas un taux de bounce. Il y a le taux de bounce qui comprend parfois des soft, des reject et des hard. Et donc, tu vas avoir du hard bounce qui va arriver sur tes catch-all. Et ce n'est pas un problème si tu fais du cold email, moins de 100. Ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est par exemple prendre une entreprise ou deux entreprises qui seraient en catch-all total, genre BNP, Société Générale, et faire que des campagnes sur ça pendant plusieurs semaines. Parce que là, effectivement, tu auras un volume qui va être un peu récurrent tout le temps, etc. Mais si tu fais naturellement fonctionner les choses en prenant parfois de la BNP, parfois de la boîte qui n'est pas en catch-all, etc., ça marche très bien, il n'y a aucun souci à avoir. Je vois l'éditeur que la classe 16. Alors, je ne connais pas Sales Andy, je ne l'ai pas dit parce que je ne connais pas. Il y a peut-être une phrase derrière qui m'a permis d'évoquer ça. Gmail, Merge. Si a priori, ça a l'air d'une solution de cold email. Email, oui, autofollow, oui, c'est ça. C'est effectivement une solution de cold email que je ne connaissais pas. Est-ce que j'ai. Non, c'est une solution de cold email. Nous, on utilise l'Emlist. On utilisait. Alors, il y a plusieurs années, j'étais sur Salesloft, ensuite QuickMail, qui était très bien, enfin qui est toujours très bien d'ailleurs.
Ensuite, quand on est passé sur Pipedrive, on a utilisé Clenty parce qu'à l'époque, c'était le seul qui était vraiment synchronisé avec Pipedrive. Et donc, très bien de pouvoir synchroniser. Vraiment, je suis contre le fait d'avoir des fichiers dans un logiciel puis dans un autre logiciel. Donc, il faut que tout soit synchronisé, toutes les données soient dans le CRM. Et donc, depuis que Lemlist a fait la synchro avec Pipedrive, on est sur Lemlist et très, très fan. Ne pas mentir dans le avec un rush, dans le train que vous connaissez. Ouais, c'est vrai que suite à notre entretien, si tu connais pas, bah, tu te tues à la première ligne. Le lien des inscriptions est obligatoire. Si on envoie des emails un par un, on récupère une carte de visite. Si on envoie des emails un par un et qu'on a récupéré. En théorie, en théorie, en fait, la vraie phrase de la RGPD, c'est qu'il y a un accès facile pour se désinscrire. Voilà. À toi de laisser la libre interprétation. Mais bon, si tu revois si tu lis l'article, Daniela. Ah oui, d'ailleurs, salut Daniela, je n'avais pas percuté. Si tu revois l'article, enfin, si tu vois l'article qu'on va sortir où tu vas réécouter le webinaire, tu vois qu'en gros, tu devrais à peu près comprendre ce qu'il faut faire sur l'histoire du lien des inscriptions. Perso, je balance direct. Merci. Pour ça, il faut forcément faire du tracking, du coup. Pour ce scénario, il faut forcément faire du tracking, du coup. Oui, alors là, donc Antoine me pose la question sur le fait de lancer l'invitation quand la personne a ouvert l'email. Oui, tout à fait. C'est un choix. Tout est une question de mesure et de ce que tu veux faire. Je suis d'accord. ESO, si, mais ESO, c'est pour début de l'année prochaine. Sais-tu comment automatiser l'envoi de l'invitation? Oui, alors en fait, pour Jean, alors je ne sais pas quel CRM tu as, mais ouais, mais tu peux le faire avec Lemlist. Donc en gros, je pense que dans Lemlist avec Zapier, tu dois avoir les ouvertures. Il faudrait regarder sur Zapier. Parce que nous, on l'utilise avec Pipedrive. Donc en fait, comme Lemlist pousse dans Pipedrive les gens qui ont ouvert un email, c'est à ce moment-là qu'on déclenche les éléments. Mais je pense que sur Lemlist et Zapier, parce qu'ils ont intégré, tu dois avoir les ouvertures. Donc si tu récupères les ouvertures dans Zapier, tu peux pousser après directement sur Phantom Buster Invitation ou d'autres solutions qui font des invitations sur déclencheur. 6 mois, c'est long. 6 mois, c'est long. C'est une réponse à. Ok, je pense que c'est le changement de poste. Oui. Ouais, je sais, mais c'est complexe. On a pas mal de choses à terminer avant, donc va falloir patienter. Je suis désolé. Et alors moi encore plus, hein, parce que comme c'est une option premium, effectivement, ça nous fait rentrer un petit d'affaires en plus. Mise à jour automatique, et vous pensez à ce que nous avons mensuellement ou autre quand on dit contacts qui auront bougé, alors en fait, pour Mathias, pour la solution telle qu'on l'envisage aujourd'hui, c'est d'envoyer un email au propriétaire, au owner du compte, donc par email avec le lien de la fiche, alors si c'est Salesforce, de la fiche Salesforce de Pierre de Bouygues et le lien de la fiche SFR de Pierre de SFR, dans mon exemple, en lui indiquant que Pierre a changé de boîte, etc. On n'a pas prévu de faire un rapport, mais peut-être qu'on fera un template de rapport pour Pipedrive, dans les fils de Pipedrive ou dans les rapports de Salesforce, puisqu'en fait, c'est des éléments qu'on peut avoir. Mais effectivement, intéressant. Bon, je pense qu'il faut qu'on creuse un peu plus ce sujet-là, mais ça peut être un truc effectivement pertinent. 16 en 10 comme Gemma sans moins bien. Ok. Je ne sais pas si c'est moins bien. Bon après-midi, merci. Merci. Ok. Question sur drop contact via la grosse machine ou une brique d'enregistrement. Alors, je ne sais pas, on n'arrête pas de me poser cette question sur drop contact et la grosse machine, mais moi, Brice, je l'adore. Hein, donc, c'est deux choses différentes. La grosse machine, ça permet d'automatiser pas mal de choses. Il y a une brique d'enrichissement. Nous, notre spécialité, c'est l'enrichissement, trouver les emails, corriger tout. Donc, je pense que c'est chacun son métier. Après, Drop Contact a été intégré dans beaucoup de solutions de plus en plus, dans Captain Data, dans Phantom Buster, dans TextAU, dans Woodpecker, ils vont l'intégrer, dans QuickMail, dans celle-ci, c'est en train de terminer. Voilà, on a intégré de plus en plus parce que on voit bien sur le marché qu'on a une vraie capacité à sortir de la donnée de qualité et d'être à la pointe là-dessus. Donc, je dirais que nous, notre force, c'est l'enrichissement. Et la growth machine, je dirais que c'est l'automatisation. Donc, peut-être que la growth machine, à un moment donné, peut-être que Brice intégrera l'API de Drop Contact en laissant le choix aux gens. Hein. Je ne sais pas. Faudrait que j'en parle avec Brice, d'ailleurs. Tiens. Oui, effectivement. Ce que je dis je dis d'enlever le tracking si tu veux avoir zéro bounce reject. Et c'est un choix, c'est un équilibre. Est-ce que tu veux
réengager les gens sur LinkedIn derrière ou est-ce que tu veux avoir un maximum d'emails qui arrivent? C'est vraiment un choix. Vraiment, il n'y a pas de règle, hein, c'est chacun qui choisit comment il peut intervenir. Tu prévois également d'avoir ces infos via LinkedIn ou pas? Non, nous, en fait, on ne scrape pas LinkedIn. Là, on laisse ça aux spécialistes, donc plutôt des gens comme Phantom Buster, Captain Data, Lobster, d'ailleurs, j'ai oublié de le citer. Donc, non, nous, on ne va pas scraper LinkedIn. Ah, ok. Je pense. En fait, je suis pas sûr si tu peux repréciser, Mathias Garand, la question sur LinkedIn. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. J'ai peut-être deux hypothèses sur la question, mais si tu me la reposes, je vais compléter. C'était Motel qui posait la question. Pour info, je pense beaucoup. Merci Guillaume. Alors prospecting, en fait, prospecting est super. Ça marche vraiment bien. Ça fait partie des solutions effectivement qui permettent d'automatiser des choses. Je dirais il y a un tout petit bémol sur prospecting pour moi aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on va aller chercher un enrichissement, et je vais prendre un exemple pour illustrer. Quand par exemple on va aller chercher l'email, si tu me demandes Renaud d'aller chercher l'email de Sophie Desman chez Welcome to Jungle, en fait la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher le domaine de Welcome to Jungle. Welcome to Jungle étant suffisamment discriminant, on va trouver le bon site web et du coup on va aller chercher l'email derrière. Par contre, si Sophie Desman bosse dans une boîte qui s'appelle ABC, ABC n'est évidemment pas suffisamment discriminant, donc peut-être que nous on va trouver en faisant notre recherche de domaine abc.com et toi tu pensais Sophie Desman chez abc.net, donc on ne trouvera pas l'adresse email. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, que ça soit Phantom Buster, Duxoup, Captain Data, Lobster, etc., quand tu scrapes LinkedIn, quand il scrape LinkedIn avec le site web de l'entreprise dans laquelle la personne est. Or, prospecting ne le fait pas. Prospecting donne juste le nom de l'entreprise. Et j'ai déjà évoqué le sujet avec eux, mais j'ai cru comprendre assez rapidement qu'en fait, c'était pas du tout dans la roadmap. Donc, j'ai pas dû être un bon vendeur entre guillemets. Et donc, pour l'instant, c'est dans la roadmap. Donc, quand un dev te dit c'est dans la roadmap, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas tout de suite. Hein. C'est dans la to-do. Donc, pour l'instant, je crois qu'ils vont pas avancer tout de suite là-dessus. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et je suis certain qu'ils ont quasiment les trucs dessus. Mais s'ils pouvaient juste scraper le domaine, le site web qui est sur LinkedIn lorsqu'ils font le scrapping, derrière, c'est parfait, quoi. Donc, nous, on a pas mal de clients qui ont prospecting, qui passent par Drop Contact, mais on sait qu'on a des moins bons taux que tous les clients qui passent par les autres solutions parce qu'ils ont le site web et du coup, on est beaucoup plus pointu sur les recherches. Parce que tu ne peux pas faire ça sur LinkedIn, Mathias. Tu ne peux pas le faire via l'API. Par contre, tu peux prendre l'abonnement LinkedIn qui te permet de le faire, sauf que ça va te coûter un petit peu. Ils ont la solution, hein, si tu es sur Microsoft 360 avec l'option LinkedIn et avec toutes les options, tu vas avoir effectivement cette information-là. Mais voilà, donc ça marche effectivement comme ça. Ouais, en fait, l'API, elle donne les mêmes résultats, mais dans l'API, dans l'API Drop Contact, tu vas avoir plus d'informations. On donne plus d'informations parce que l'API fait partie du nouveau code qu'on a sorti. Donc, on a rajouté les nouvelles features dans l'API qui ne sont pas encore sur la plateforme en drag and drop, qui est en train d'arriver. Tu peux avoir une nuance dans les résultats si tu n'as pas laissé assez de temps. Donc, il y a besoin de laisser suffisamment de temps pour avoir parce que parfois, on a des recherches d'emails qui sont un petit peu plus longues. Oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, dans le Contact est la seule solution qui ne travaille pas avec une base de données. Toutes les solutions d'enrichissement, quasiment, hein, toutes les solutions d'enrichissement pour trouver des emails, etc., sont des solutions qui, effectivement, ont une base de données. Et en fait, donc, du coup, c'est pas RGPD, mais on en parlera sur un autre séminaire. Et Drop Contact, en fait, fait tourner des algos et des serveurs de test au moment donné où tu fais la demande. Donc, effectivement, parfois, quand on fait des recherches, on a besoin de plus de temps. Et sur l'API, si tu as un temps un petit peu court, tu peux avoir un timeout. Mais je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques. Après, tu peux en parler au support. Pas génial, juste ok, attention, je connais pas ça. Yes. Voilà, il est quelle heure il est d'ailleurs? Ouais, il est 15h15, 1h15, je crois que c'est pas mal. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux dernières questions? Et après, on va pouvoir commencer à travailler sérieusement sur l'école d'email.
Ouais, calendrier dans l'école d'email, ça dépend vraiment de ta cible. En tout cas, moi, je n'en mets pas du tout dans mes premiers emails, mes premiers mails de séquence. Bah, super. Bah, merci beaucoup. Merci, merci. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, on va juste vous renvoyer les liens, comme ça vous pourrez revoir le webinaire pour ceux qui veulent. Et puis surtout, vous allez avoir un article qui va sortir. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Drop Contact, bah, vous pouvez vous inscrire pour faire un test. Il y a des tests gratuits de 100 lignes. Et vous pouvez aussi demander une invitation sur mon profil LinkedIn, parce qu'en fait, c'est là où c'est l'endroit où on diffuse le plus d'informations, d'articles, de news, de webinaires, etc. Donc, n'hésitez pas à me demander en ami sur LinkedIn. Je ne sais pas comment on dit sur LinkedIn. Et ça va permettre effectivement d'avoir un bon suivi ensemble et de rester en contact. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.